Ouais, Timothée. Hey, salut André, ça va? Ouais, et toi. Bonjour à tout le monde. Je suis de retour et avec moi donc Timothée de Voodoo, une start-up technologique, peut-être plus une start-up, on en parlera. Merci d'être là avec nous. Tu es où aujourd'hui? Avec plaisir. Eh bien, je suis de retour de l'étranger et là, je suis chez moi, enfin dans une maison de famille en Bourgogne. Ok, très bien. Donc bonjour en Bourgogne. C'est aussi l'avantage de ce Startup Safari. On aura bien voulu le faire en live comme ça nous rappelle les bons souvenirs, cette petite vidéo. Mais bon, en même temps, je sais que on peut se connecter aussi comme ça à travers la France, le monde. Donc de retour en France parce que effectivement, Timothée, tu es en train de faire grandir ton entreprise. Moi, Mhm. quand je construisais le programme de la scène Rebound, je me disais bah, qui je pourrais inviter. Et j'avoue, tu n'étais pas le premier sur la liste. Pourquoi tu n'étais pas le premier sur la liste? Parce que, bon, quand on regarde un peu ton parcours, école d'archi à Versailles, puis Auto Institute of Technology, MIT, Harvard, des cabinets d'architectes prestigieux, ouais, maintenant, depuis 2017, à la tête de Voodoo, une super boîte qui n'arrête pas d'amasser des prix, des récompenses en France et à l'international. On dirait que bon, ben, ton parcours, il est plutôt exemplaire et donc parler du rebond, hein, c'est peut-être pas toi qui peux en parler le mieux. Mais en même temps, je me suis dit, quand j'y réfléchissais, en te connaissant, euh, c'est peut-être au contraire, justement, le fait que tu sais rebondir, tu sais faire face à des situations compliquées. Et c'est pour ça que tu as réussi justement à continuer à monter cette entreprise. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qu'est Voodoo et qu'est-ce que vous faites du coup? Ouais, avec plaisir. Donc, Voodoo, c'est une startup technologique qui vise à faire du bois le matériau du 21e siècle. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on pense vraiment que le bois, ça va être un pilier de la bioéconomie de demain et du fait que grâce à ça, on va pouvoir aussi réduire les gaz à effet de serre, notamment dans des secteurs industriels lourds comme le secteur du bâtiment. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on est des biochimistes, en fait. Donc, on prend le matériau bois comme vous le connaissez, on enlève une molécule qui pose problème dans le bois qui s'appelle la lignine, on la remplace par un élément de remplissage et là on arrive à un super matériau qui peut avoir différentes fonctionnalités. Soit on fait du bois translucide ou transparent, soit on peut faire du bois hyper rigide pour remplacer par exemple l'aluminium, le béton, l'acier. Soit on en fait des interfaces tactiles aussi, comme sur votre téléphone, comme ce que vous pouvez voir dans les intérieurs automobiles. Donc on travaille vraiment avec beaucoup d'industries qui sont très différentes, qui sont très demanding, qui sont des gros secteurs industriels. Et voilà, donc on pense qu'à travers ça, grâce à ce matériau-là qui a donc une empreinte carbone hyper vertueuse, on va pouvoir, chacun à notre échelle et nous, à travers ce matériau, contribuer à construire une société bas carbone pour demain. Donc, c'est ça l'objectif, société bas carbone, qui en plus au final, remet un matériau qui a toujours qui faisait toujours partie de nos matériaux, le bois à jour technologiquement. Effectivement, là, ce que tu viens de dire, on peut imaginer plein d'utilisations, écran tactile, construction du bois, luminaire. Depuis 2017, donc vous avez créé, tu as créé ça il y a 4 ans. Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, donc moi, et peut-être que ça va faire écho avec ce que tu disais tout à l'heure sur le rebound, c'est moi j'ai monté cette boîte du coup tout seul en 2017, donc j'étais solo founder. Et c'est vrai que d'être solo founder et de monter une boîte, c'est assez difficile en fait, parce que tu aimes bien partager les problèmes avec tes employés, ou alors la vision, ou alors confronter peut-être des idées complètement folles que tu as à quelqu'un d'autre qui est plus les pieds sur terre. Et quand tu montes une boîte tout seul, en fait, tu es obligé d'avoir en même temps la tête dans les étoiles et en même temps les pieds sur terre. Et de temps en temps, ça stretch quand même, hein, c'est difficile. Donc, du coup voilà, donc j'ai monté ça seul en 2017. Aujourd'hui, on est 32 personnes. On est basé à Paris. On a 3 sites de production, un à Troyes, un à Pont-sur-Seine, un à Lyon. On travaille avec des acteurs très renommés du secteur comme Mercedes,
pour le secteur automobile, comme Unibail pour le secteur donc de la construction. On travaille avec beaucoup d'acteurs du luxe aussi. Et puis voilà. Et là, notre prochaine étape pour nous, ça va être donc de lever des fonds. C'est aussi la première fois qu'on lève des fonds. On a bootstrappé jusqu'à maintenant, ce qui est assez rare, mais ce qui devient de plus en plus à la mode. Et en tout cas voilà, en Europe. Et maintenant, vraiment, on est prêt pour notre prochaine étape de croissance, levée de fonds. Et là, on s'attaquera du coup de manière plus précise au marché de la mobilité et après du bâtiment. Et on ira aussi aux États-Unis pour continuer à se développer. Donc, effectivement, beaucoup de projets. Donc là, vous êtes en stade de levée de fonds. Vous avez déjà 3 sites de production, 32 personnes. Et quand tu penses à ce parcours des 4 dernières années, d'après toi, c'était quoi la situation un peu critique, là où tu étais peut-être le plus exposé à une situation de crise? Et comment, du coup, tu as réagi, comment tu as réussi à la gérer pour, au final, être là aujourd'hui? Alors, des situations de crise, il y en a tout le temps, en fait. Il y en a tout le temps. Il y en a qui sont plus critiques que d'autres, mais en tout cas, plus tu es au début d'une aventure entrepreneuriale, plus c'est critique. Plus la mort subite du nourrisson, elle est tout le temps. Et surtout, tout au début, comme finalement, pour te développer, tu as besoin de cash et que le cash ne pousse pas sur les arbres. On aimerait bien chez Voodoo, mais malheureusement, ça pousse pas encore sur les arbres. On y travaille, hein, mais voilà. Et donc non, une situation critique, c'était au début en fait pour vraiment. Donc moi, j'ai quitté mon job. J'étais très bien payé. Donc voilà, je suis parti de mon job. J'ai monté cette boîte. Là, je me retrouve sans rien. Donc sans associés, sans employés, sans ressources, sans locaux, sans rien. Et là maintenant, il faut commencer à sauter cette étape de la page blanche et commencer à écrire ton aventure entrepreneuriale. Donc, ce qui était critique, c'est au début, donc trouver du cash. On a eu de la chance. Donc, j'ai gagné un premier concours de l'ADEME, justement, de l'Agence de développement de l'environnement, et qui nous donnait, je crois à l'époque, c'était 150 000 euros de subventions. En face de ces subventions, il fallait mettre des capitaux privés. Donc, plutôt que d'aller faire une mini levée de fonds en pré-précide avec des business angels, je suis allé voir un banquier, en fait. Je lui ai dit, bah voilà, moi j'ai ça comme projet, j'ai ça comme opportunité, j'ai pas ça sur mon compte, en fait, j'ai pas les 150 000 euros à mettre en face. Donc, ce que je te propose, c'est que tu vas me les prêter, en fait, et puis, et puis je te les rendrai d'ici 5 ans, promis. Donc, finalement, ça s'est pas mal passé. Le banquier, il a bien adhéré à tout ça et au fait que c'était un projet de société et a fortiori un projet d'entreprise, mais encore plus un projet de société. Il m'a prêté donc du coup ces 150K, ça m'a fait 300K, et là, ça m'a permis de nous implanter à Troyes, d'avoir notre siège à Paris, d'embaucher 2 docteurs en chimie pour avancer sur le développement du matériau. Donc voilà, ça c'est un moment critique où à un moment donné, tu es obligé de forcer un peu le destin, même si tu n'as pas le cash, même si tu n'as pas les ressources, même si tu n'as pas les personnes. C'est never take no for an answer. Voilà. Ok, donc c'est vraiment avancer et se motiver pour vraiment passer un cap et y croire, quoi, au final, y croire, parce que bon, aller voir un banquier avec un projet pour lui demander 150 000 euros, il faut quand même se dire, bon, ok, j'y vais, mais bon, tu avais cette assurance-là de gagner le concours, ce qui est super, hein, ce qui en France d'ailleurs est quelque chose qui est plutôt bien développé. Mais est-ce que tu as bénéficié d'un accompagnement justement pendant ces 4 années? Est-ce que tu avais des coachs ou est-ce que tu as participé à des incubateurs et choses comme ça? Oui, ouais, tout à fait. Alors, on faisait partie d'un incubateur à Paris qui s'appelle Agoranov, qui est plutôt spécialisé dans les sociétés, comment dire, à fort connotation scientifique. Donc, il y a des boîtes de tech aussi qui sortent de là. Il y a Alan qui sort de là. Il y a Doctolib qui sort de cet incubateur. Mais aussi, il y a des boîtes beaucoup plus deep tech, beaucoup plus scientifiques, comme Insect. Il y a des boîtes donc qui se fondent sur les algorithmes et puis l'intelligence artificielle comme Criteo. Enfin, il y a beaucoup de sociétés qu'on connaît bien qui sortent de cet incubateur. Et l'intérêt, c'est que tu as un ou une chargée d'affaires qui s'occupe spécifiquement de ton projet. C'est vraiment à l'étape de pouponnière. Hein. C'est quand tu es 1 ou 2 ou 3 personnes au début. Donc, c'est
c'est vraiment la pouponnière. Et le fait de pouvoir s'échanger les best practices avec les autres entrepreneurs et aussi d'être suivi par quelqu'un qui a vu passer des boîtes juste incroyables avant, ça aide beaucoup. Et puis notamment aussi pour bien s'implanter dans l'écosystème. Donc on a eu, donc Agoranov, c'était peut-être le plus important, mais on était aussi accompagné par beaucoup de réseaux. Donc par exemple EIT, donc ou Climate Kick, ça c'est à l'échelle européenne un consortium qui aide les sociétés qui fight for climate change, donc qui aide au développement durable. On était aussi accéléré par LVMH à la station F. Voilà, on fait partie aussi du réseau donc de chimie ParisTech. Donc, comme on est une société dans la chimie, c'était important. Et aussi, il y a des pôles de compétitivité. Ça, j'invite tes auditeurs à les regarder. En France, on est vraiment excellent pour ça. En tout cas, avoir ce réseau qui aide au lancement des activités. Donc, on fait partie de Plastipolis, de Xylo Future et de Industrie IAR. Donc, IAR, voilà, sur industrie agro-ressources. Voilà, donc très accompagné par des structures d'accompagnement comme celle-ci, et puis faut vraiment y aller parce qu'il y en a plein et elles sont excellentes. Et ça marche comment? Comment tu peux être en même temps accompagné par plusieurs structures? En fait, c'est à distance ou enfin parce que tu as 3 sites d'industriels, comme tu as dit, tu es aussi un peu à Paris, là tu manuel plusieurs structures d'accompagnement. Ouais. Comment on arrive en fait à gérer tout ça? Comment ça marche? Donc ça c'est les 3 sites industriels, c'est maintenant, donc c'est quand même 4 ans plus tard. Là, je te parle plutôt des 2 premières années où justement tu es dans plusieurs écosystèmes différents, ils t'apportent pas forcément tous la même chose. Par exemple, la Technopole de l'Aube nous a aussi beaucoup apporté dans l'implantation de nos activités de recherche donc dans l'Aube. Agoranov, c'était plus pour le lancement du business et puis aussi l'implantation de notre siège qui est à Paris. Donc, chacune de ces structures, elle t'apporte des choses différentes et aussi, elle te donne accès à des réseaux d'entrepreneurs qui, eux, ont vécu des trucs aussi incroyables et qui t'échangent, en fait, ce qu'ils ont appris. Parce qu'au final, il y a un truc qu'on se dit en France et il faut pas se le dire, c'est que on se dit c'est jamais le bon moment pour monter une start-up ou une société. Soit j'ai pas de cash, soit j'ai un emploi, il faut que j'attende de voir, etc. Soit je le sens pas encore, il faut que j'aille faire une école de commerce pour apprendre comment est-ce qu'on monte une société. En fait, c'est pas en allant à l'école qu'on apprend à monter des boîtes, hein, c'est en montant des boîtes. Donc ça, c'est très vrai. Ça, c'est très, très vrai. Il y a pas jamais le bon moment, en fait. Donc, il faut y aller. Et après, on apprend tout sur le tas. C'est un peu comme dans Matrix où, à un moment donné, il se met un truc dans la tête et il apprend tous les types d'arts martiaux en 24 heures. Bah là, c'est exactement pareil. Quand on monte une startup sur les aspects légal, comptable, finance, build-up, industriel, tout ça, tu dois l'apprendre très, très vite. C'est un peu une question de vie ou de mort, en fait. Donc, tu es obligé de l'apprendre très, très vite. Et donc, en fait, à chaque étape, un accompagnement spécifique qui te permet de passer à l'étape d'après, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Absolument. À différents moments de l'évolution de la startup, tu as des structures d'accompagnement qui changent. Ça, c'est clair, ouais. OK. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à des entrepreneurs, comme tu dis, il n'y a jamais le bon moment. Aujourd'hui, bon, depuis un an, c'est peut-être, on peut se dire, bah, là, c'est vraiment pas le moment. Qu'est-ce que tu conseillerais quand même à ceux qui ont cette idée en tête, qui voudraient se lancer maintenant? Oui, bah alors en gros, soit ils ont envie de monter une boîte, mais ils savent pas encore sur quoi. Donc là, moi, je leur conseillerais de trouver le bon associé ou la bonne personne qui, lui, peut-être a l'idée, mais c'est peut-être pas un entrepreneur, c'est peut-être un directeur technique ou voilà, c'est peut-être plus un CTO qu'un voilà. Donc soit déjà rencontrer les bonnes personnes, et puis ensuite, s'ils ont déjà l'idée eux. Maintenant, c'est pas un excellent moment pour faire du business. C'est pas un excellent moment pour les levées de fonds catch-up, hein, elles reprennent très fort. C'est pas forcément un mauvais moment pour monter une structure maintenant. Hein.
Au contraire, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place. Les gens sont très disponibles puisqu'ils voyagent beaucoup moins. Avoir accès à des C-level executives, donc des COMEX de grands groupes, c'est beaucoup plus facile qu'avant parce qu'ils sont pas dans l'avion. Donc même maintenant, c'est pas forcément le mauvais moment, au contraire pour monter une structure. Donc voilà, moi, je conseillerais d'y aller en fait, parce qu'encore une fois, il n'y a jamais de bon moment, il faut y aller maintenant, et de rencontrer beaucoup de personnes qui ont une expérience pertinente par rapport à leur secteur d'activité, et puis d'aller rencontrer des entrepreneurs ou des ex-entrepreneurs pour être accompagnés et leur demander une question fondamentale. La qualité d'un entrepreneur, c'est de poser la bonne question à la bonne personne. Si un entrepreneur doit avoir une qualité, c'est ça. Parce que son temps, il est limité. Donc, vraiment, il faut qu'il pose la bonne question à la bonne personne. Donc, faut qu'il trouve ses questions, faut qu'il trouve les personnes. et puis, voilà, qu'il y aille. Il faut trouver beaucoup de choses, mais ça se trouve, qui cherche trouve, on dit. Et c'est une belle transition aussi quand tu dis il faut rencontrer les autres entrepreneurs qui posent des bonnes questions ou qui te font te poser des bonnes questions au final, parce que c'est ça qui est extrêmement important. Et toi, tu es un de ces entrepreneurs qu'on a envie de rencontrer, qu'on a envie justement qu'il nous challenge un tout petit peu, qu'on a envie d'échanger avec toi, vu ton parcours et vu ton expérience. Et tu fais partie de quelque chose qui s'appelle des péripates. Alors, c'est une initiative qui est super intéressante. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est et comment, en fait, tu t'es retrouvé à être un des péripates? Alors, donc les Péripates, c'est un réseau qui a été fondé par Sophie Dolan, qui est une personne que j'adore, qui est très très implantée dans l'écosystème innovation et aussi qui est très connectée avec les dirigeants des grands groupes. Donc, elle a un réseau infini. Et ce qui est intéressant avec le groupe des Péripates, en fait, c'est de rassembler des personnes. C'est une sorte de groupe de pensée, mais qui est constitué que d'entrepreneurs. On est très peu de personnes, hein, on doit être une vingtaine de personnes. Et l'idée, c'est d'échanger sur les sujets de demain qui sont vraiment importants. Donc, pour revenir sur le nom, en fait, les Péripates, ça vient d'Aristote, qui était donc un philosophe grec et qui a accompagné, par exemple, c'était le précepteur d'Alexandre, Alexandre le Grand. Et finalement, de ce mouvement de pensée qui se fonde sur l'étude et l'observation de la nature comme base de réflexion philosophique, on se dit que c'est en regardant la nature qu'on vient en retirer des grands principes finalement de comment gérer son business, comment gérer sa vie, etc. Donc c'est quelque chose d'assez ancien, mais qui est quelque chose de très beau d'un point de vue philosophique, je trouve. Et donc c'est Sophie qui a monté ça. Donc si ce groupe vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Sophie. Et vous le trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Mais ça nous apprend beaucoup, ouais. Mais c'est un groupe très restreint d'entrepreneurs qui ont envie de changer le monde, en fait. Voilà. Et comment ça marche? Moi, si j'ai bien compris, c'est que c'est justement en allant, en se rencontrant brièvement autour d'une promenade, en discutant sur ces sujets-là, que vous essayez d'avancer dans l'innovation, effectivement, échange entre les grands groupes, les entrepreneurs. C'est ça? Ah oui, absolument. Donc, ce groupe-là, après, connecte ce pool d'entrepreneurs aux dirigeants des grands groupes. Et en fait, tu vas faire une promenade avec Pierre-André de Chalandard, donc CEO de Saint-Gobain, ou alors Alexandre Dumas, ou alors donc il y a imaginez que bon, à travers ce principe, c'est de connecter la jeune génération et la génération de chefs d'entreprise déjà établis pour échanger d'une part l'expérience, parce qu'on peut rien faire sans expérience. Le truc le plus valuable dans une entreprise et dans une aventure entrepreneuriale, c'est l'expérience de ce que tu as vécu. Et par contre, aussi, tous les groupes ont peur de la disruption et se demandent d'où va venir le grand changement qu'ils n'ont pas vu. Et ça, c'est la nouvelle génération qui peut leur dire d'où ça va venir. Et c'est un échange de bons procédés, en fait. Ok, très bien, très bien. Et la dernière question, avant qu'on regarde s'il y a des questions du public. Donc aujourd'hui, 3 sites de production. Tu nous dis de demain, vous voulez aussi aller à l'international. Qu'est-ce qui sera, d'après toi, votre premier produit phare? C'est quoi, qu'est-ce qui te ferait rêver aujourd'hui quand tu voudrais te dire, voilà, là, ça, j'aimerais que ce soit le produit qui représente Voodoo, quoi.
Il y en a. Je peux partager quelques vidéos peut-être, mais Vas-y. il y a deux produits qui ont un potentiel de complètement révolutionner l'expérience utilisateur dans les voitures. Ça, c'est un produit qui nous tient beaucoup à cœur. On le développe aussi dans le consumer electronics pour différents produits, donc c'est assez intéressant. Et il y a un autre produit pour le bâtiment pour faire carrément des gratte-ciels en bois, ce qui est impossible à faire aujourd'hui avec du bois, parce qu'au bout de 24 étages, ton immeuble il s'effondre. Donc en fait, je peux essayer de vous montrer deux petites vidéos. Et hop, c'est bon, vous voyez mon écran? Attends, parce que ça va la régie, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est imaginez ça dans un intérieur automobile. Hop. Donc en fait, le matériau qu'on développe, il est translucide, il est tactile, il est formable. Et ça veut dire que toute interface en bois peut aujourd'hui devenir un écran. Et on le contrôle exactement comme votre écran de téléphone, en fait. Ok. Donc, c'est un intérêt pour l'expérience utilisateur. Et quand ça s'éteint, c'est juste une pièce de bois. Voilà. La technologie va vers, en tout cas, la tendance de marché va vers l'effacement de la technologie. Plutôt que d'avoir des écrans partout, on veut que la matière elle-même soit intelligente et que finalement, la technologie disparaisse et soit là juste quand on en a besoin. Ça, c'est un élément pour une portière de voiture qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je vous la montre aussi rapidement. Et après, je vous passerai la dernière vidéo. Donc là, tu remplaces vraiment l'écran par du bois. Oui, tout à fait. Et tu vois que tu peux contrôler ton écran sans même le toucher là. Ah, Donc ok. c'est très Covid-friendly. Donc c'est vraiment très très scientifique tout ça. C'est très scientifique. C'est comment est-ce que tu contrôles la matière avec le magnétisme de ta main, mais plus en la touchant. Incroyable. Incroyable. Voilà, donc ça c'est un élément qu'on développe maintenant et qui va arriver très prochainement sur le marché. Et puis voilà, dernière chose qui arrivera autour de 2030, on espère, mais en tout cas c'est loin, c'est long terme et c'est des applications qui sont très 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 deep tech. C'est finalement d'utiliser le côté extrêmement rigide de cette matière pour construire des tours qui seraient aussi hautes que la tour Montparnasse, 60 étages, pour remplacer le béton, remplacer l'acier, remplacer des matériaux qui aujourd'hui n'ont plus leur place au XXIe siècle. Voilà. Donc, c'est magique. Beau projet. Alors, tu as encore beaucoup de choses devant toi. Je croise les doigts pour le levée de fonds. Et il y a quelques questions, donc on va les retrouver, Ouais. parce qu'au final, il y a des questions. Alors, pourquoi ne pas se diriger vers le secteur des téléphones? Le bois serait un bon moyen de lutter contre la lumière bleue des écrans. Oui, alors je réponds à chacune des questions ou on les parcourt une par une? Comme Ouais. tu veux. Je vais les prendre une par une. Donc on travaille justement, très bonne question, on travaille avec des constructeurs de téléphones que vous connaissez bien, plutôt pour pour le backface des téléphones, donc pas pour l'écran primaire, mais pour des fonctions secondaires derrière. Ça, c'est des gros volumes. Il faut se dire aussi que plus tu vas sur des secteurs deep tech et complexes et à gros volume, plus le risque de se planter est important. Et donc, en général, il faut commencer small batch, donc plutôt easy, et après, tu vas vers des secteurs de plus en plus complexes. Donc, on y travaille déjà. Ça va pas être le premier produit qui va arriver sur le marché parce que on est en train de le développer, mais il met longtemps pour se développer. Mais en tout cas, très bonne question et assez clairvoyant puisque on travaille déjà dessus. Très bien. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais on peut espérer d'avoir un téléphone, un bois dans le futur. C'est en cours. Yes. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à tout quitter pour créer Voodoo? C'était quoi le déclic? Alors, en fait,
il y avait deux forces qui s'opposaient dans ma tête, l'amour et la raison. Et puis finalement, j'ai choisi l'amour. Voilà. Donc, j'avais un job, j'étais bien calé, j'étais très bien payé, j'avais pas de risque du tout. Et puis, par contre, j'avais ce projet déjà de nouveaux matériaux que j'avais en tête. Et je me dis que la vie est trop courte pour pas se jeter à corps perdu dans ce qu'on aime vraiment. Et puis, c'est une grande aventure quand même, ce truc. Donc, c'est pas souvent, comment dire, on n'a pas souvent l'occasion de vivre une grande aventure. Dieu sait si elle est difficile et si toutes les aventures entrepreneuriales sont complexes à leur manière. Mais en tout cas, je pense que quand on a 30 ans, quand on a un super projet en tête, si on le fait pas à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'on le fasse jamais. Donc, il faut y aller, quoi. Donc, c'est pour ça que j'y suis allé. Puis, je regrette pas. Et là, je n'ai qu'à lire la dernière question parce que je voulais faire la même chose. Bravo, très impressionnant et très prometteur. Merci beaucoup Timothée, merci pour ton temps. Je sais qu'il est très précieux et j'espère que on aura l'occasion d'avoir Voodoo lors des prochaines éditions Safari quand on va ouvrir les portes. Voilà. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à tous, merci aux Merci, auditeurs, merci à toi André et à ton équipe. merci, à très bientôt Timothée. Bye.